Bienvenue à cette nouvelle édition de mon Ciné Balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Un menu très corsé cette semaine, beaucoup de sorties. Alors, on côtoie les super-héros probablement les plus puissants de l'univers cinématographique Marvel avec The Eternals. On retombe sur les bancs du cégep avec une révision. On passe une fin de semaine avec Diana Spencer, Lady Diana, et doublé pour Léa Seydoux avec France et The French Dispatch, 10e film de Wes Anderson. Donc, un menu très éclectique, des films vraiment de tous les genres, pour tous les goûts. Alors, bonne semaine, Jeff. Bonne semaine, Patrick. Il y a quand même des liens à tisser entre ces fils-là. On va vous les présenter un peu plus tard. Tout à fait, tout à fait. Donc, on commence par l'actualité, comme on fait à chaque épisode. Assez tranquille, là, pas de grosses annonces là, à faire capoter les cinéphiles, mais quand même quelques-unes qui ont retenu notre attention. On vous parlait, je pense que c'est la semaine dernière, de Christopher Nolan et son... ça fait quelques semaines déjà. De Christopher Nolan et son prochain film Oppenheimer, qui est sur le projet Manhattan et la création de la création de la bombe atomique, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on a des noms qui ont été ajoutés. On a du casting d'annoncé. Oui, c'est ça. Il y avait à l'époque Cillian Murphy de confirmer dans le rôle titre. Un habitué des films de Nolan, il faut le souligner. Exactement. Entre-temps, Emily Blunt s'est ajoutée, qui va interpréter la femme de celui, justement, le père de la bombe atomique. Et cette semaine, on a confirmé les talentueux Matt Damon et Robert Downey Jr. aussi dans le rôle de protagoniste lié à la création de cette tristement célèbre bombe atomique. Mm-hmm. Comme un choix assez intéressant. Moi, le seul questionnement que j'ai par rapport à tout ça, c'est, connaissant que c'est un film de Christopher Nolan, le budget devrait être assez élevé. Et je me dis, est-ce que vraiment le studio va être capable de rentabiliser son investissement sur un sujet qui est un peu pointu, là, parce qu'à l'international, je pense pas que ça va attirer un grand public. Puis est-ce que vraiment on peut faire 100 millions au box-office sur un film sur la bombe nucléaire? Je sais pas. L'information que j'ai, c'est que le budget est de 100 millions. Fait que Okay. si on est dans la règle du 2 à 3 fois, il faudrait faire un 200-300. C'est sûr que Tenet, son dernier film, malheureusement, c'est pas son meilleur argument de vente, si on veut, malheureusement. C'était pas son plus gros succès pour plusieurs raisons. Là, comme on avait mentionné, il est plus avec Warner, il est avec Universal, fait que probablement que pour l'attirer aussi, il y avait un peu le beau jeu, là, comme un agent libre dans le sport, là, de dire, OK, ben regardez, oui, ma dernière saison, c'était pas la meilleure, mais checkez ce que j'ai fait avant. Ouais. Fait qu'ils ont fallu pas mal qu'ils donnent barre ouvert, je pense, pour l'avoir. Fait qu'il y a son 100 millions. Puis j'y souhaite que ce soit un succès. C'est toujours des bons films intéressants. Là. C'est sûr qu'il y en a des meilleurs que d'autres, mais très curieux de voir ça. C'est du travail de soin, comme on parlait récemment, par exemple, avec Denis Villeneuve. Mais oui, c'est pas des succès monétaires garantis. Pour faire un petit clin d'œil, le prestige, ça se paye. Ou boum, chicapam. Et voilà. Garfield va revenir sur les grands écrans avec une nouvelle voix. On sait que du côté américain, il y avait eu un film là, hybride, animation. Le personnage est animé avec des vrais comédiens. C'était Bill Murray dans la version originale qui incarnait Garfield. Du côté québécois, c'était quand même Patrick Huard. Oui, c'est vrai. Et là, on a annoncé un nouveau comédien du côté américain, du moins, qui jouera Garfield. Je pense que c'est un bon choix, honnêtement. Là. En fait, on en a parlé aussi il y a quelques semaines. Il a été annoncé pour faire la voix de Super Mario Bros. Oui, c'est Chris Pratt. Alors, peut-être qu'on le verra. On l'entendra plus qu'on le verra cette année. Là. Je me souviens pas exactement s'il est dans d'autres films. Le prochain Jurassic Park et tout. Mais fait que c'est un gars qui fait de plus en plus de voix. Là. Il a fait Lego Movie, Onward aussi de Disney là, en avant. Je trouve qu'il y a un peu le casting parce que moi, je suis un grand fan de la série télé Parks and Recreations pour laquelle il s'est fait connaître. Puis il joue un peu ce rôle-là, type de Garfield, là, un peu slob, un peu paresseux. Ouais, paresseux sympathique. Ouais, là. fait que je pense que ça peut être un bon choix. Je pense, de ce que j'ai lu, ça va être vraiment un film d'animation, contrairement à ceux de 2004-2006, que c'était des bonhommes en 3D parmi les humains. Là. Il y avait Garfield et Odie en 3D. Fait que... Puis Jim Davis est parmi le créateur et parmi les producteurs exécutifs, fait qu'il va mettre sa touche à lui dedans, fait qu'il y a un certain contrôle sur la qualité dans ce temps-là. J'imagine qu'il y a un petit droit de regard sur sa création. Autre annonce que je trouve intrigante, que je trouve qui peut être intéressant. On sait que Disney, depuis plusieurs années, là, sont dans cette mouvance de faire des
des versions, de revisiter leurs classiques animés, mais en version en chair et en os. Et là, on a annoncé une de leurs prochaines productions, c'est Blanche-Neige. Et un choix de casting intéressant pour interpréter la méchante reine. C'est Wonder Woman elle-même, Gal Gadot, qui sera la méchante reine. Fait que ça, je trouve ça le fun. Ouais, j'ai hâte de voir aussi. Je pense qu'elle va très bien jouer ça. Je pense que oui. J'ai hâte de voir la Blanche-Neige. C'est parce que justement, dans les derniers films, souvent, il allait chercher des vraies. C'est souvent des princesses, donc des actrices beaucoup plus jeunes, là, du 17-18 ans, qui calent plus dans le rôle. Parce qu'au début, quand j'ai vu vite la nouvelle, je pensais que Gal Gadot allait être Blanche-Neige. Mais là, elle a comme 30 ans. C'est pas et un comme peu Ramdam. Ouais, Fait que, je me demande par contre, les 7 nains, vont-ils engager des vraies personnes de petite taille? On va jouer avec du CGI? Est-ce que ça va faire une petite polémique comme dans chaque film quasiment? Le risque est là pour que ça dérape un peu sur les réseaux sociaux, effectivement. Non, écoute, elle a tous les qualificatifs requis. Elle est vraiment très, très belle, cette comédienne-là, je dois l'avouer. Et puis, ça va être, je pense, intéressant d'avoir joué une méchante pour, je pense, une première fois, parce qu'habituellement, elle est toujours des rôles plus sympathiques, même dans la franchise Fast and Furious. Ouais, de ce que je me souviens, oui, parce que là, parenthèse, dans Fast and Furious, il reste plus qu'elle à ramener à la vie, là, à tout ce qui s'est passé. On pourrait miser un petit 2 peut-être dans le prochain film. Il y a sûrement un hashtag pour ça, Bring Back, j'ai oublié le nom de son personnage. Moi aussi. Voilà. Ça fait longtemps. En termes de bande-annonce, encore tranquille aussi, mais quand même une importante. Je dirais pas si c'est important que ça, mais qui a piqué ma curiosité. C'est un film, ça fait longtemps qui est reporté, évidemment, à cause de toute la situation du virus, de la COVID et tout ça. Donc, Morbius, une production d'un film de super-héros, mais qui fait partie d'un autre univers. Et là, c'est l'univers, le Sony Spider-Man Universe. Alors, on avait déjà parlé que Spider-Man est partagé entre l'univers Marvel de Disney et celui de Sony qui, eux, détiennent vraiment les droits. Et là, on amène un personnage qui n'est pas très connu, là, on doit l'avouer, c'est vraiment un personnage très secondaire dans les bandes dessinées de Spider-Man. Morbius qui est un scientifique, mais qui devient un vampire, finalement. Exact, à faire des recherches avec des chauves-souris, des trucs comme ça. Fait qu'il n'est pas mordu comme tel par un vampire, plus que... C'est comme l'équivalent de Spider-Man qui est mordu par une araignée, mais lui par une chauve-souris, finalement. Il pourrait être Batman. Oh, ben... oui, mais il est pas aussi... c'est pas aussi clair s'il est gentil ou méchant. Un peu à la lumière du personnage du lézard, je pense probablement que sa condition le rend un peu fou, parce que finalement, il y a une maladie très rare là, au niveau du sang, donc c'est ce qui l'amène à faire ses recherches, donc un peu comme le lézard qui tente de repousser son bras. Puis j'ai l'impression qu'on joue un peu sur ce tableau-là, donc finalement, il partage son temps à être bon, mais des fois, il peut être méchant aussi, donc une espèce d'anti-héros. La bande-annonce, en ce sens, laisse pas présager qu'il y a un vilain comme tel, fait que c'est ce qui rend le film un peu... intriguant. C'est ça, potentiellement différent des autres, c'est que ça serait vraiment un questionnement par rapport à lui-même, là, tiraillant entre le bien et le mal. Comme Venom a essayé un peu de présenter ça, mais il arrivait toujours des vilains externes à combattre. On tombait dans la formule classique quand même. Donc, et c'est Jared Leto aussi, qui est toujours assez intense. Quoique son Joker n'a pas été apprécié de tous, mais c'était un petit rôle dans un film qui n'a pas été apprécié par tous. Fait qu'il faut donner la chance aux coureurs, comme on dit. Non, tout à fait. Donc, réalisateur méconnu aussi, Daniel Espinosa, qui est un réalisateur suédois, qui avait fait un thriller Child 44 et plus récemment un film d'horreur de science-fiction Life. Donc, curieux de voir ça. Écoute-moi déjà d'introduire un personnage ou la thématique vampire dans un film de super-héros. À part Blade, on n'a pas vu ça. Donc, déjà là, ça veut peut-être amener un petit peu de c'est peut-être un chemin vers Blade qui devrait voir le jour dans les prochaines années. En tout cas, lui, il va être du côté de Disney, de Marvel, mais c'est pas impossible que ça se croise. On verra bien. Puis, moi, je dois avouer que je l'ai connu quand j'étais jeune. Il y avait une série sur Spider-Man, des Animated Series. Ouais. Je pense que c'était des années mi-90. Fait que oui, il y avait Morbius c'était comme important... Dans la série, il joue un rôle... parce qu'il était comme un autre étudiant du collège avec Peter Parker, puis Brock, le photographe qui devient Venom et tout. Fait qu'on le voyait beaucoup. Puis il y avait même Blade amené qui se pointait de nulle part pour essayer de
se battent avec Morbius et tout. D'accord. Alors, on pourra juger du résultat le 28 janvier 2022 pour Morbius, qui fait partie de l'univers Spider-Man. Et il y aura sûrement un petit clin d'œil au Spider-Man de Tom Holland, parce qu'on sait qu'on essaie de joindre ces deux univers ensemble. Alors, on s'attaque maintenant aux sorties de la semaine. Comme on vous disait, beaucoup de films qui prennent l'affiche. Donc, un qui était déjà sur des écrans, mais en sortie très limitée. Mais là, on a finalement la chance de le voir. C'est The French Dispatch, 10e film de Wes Anderson, qu'on n'a pas besoin de présenter, qui a vraiment ses admirateurs, ses fans, mais c'est un cinéaste quand même assez iconoclaste, éclectique, son style très à lui. Exact, oui, le film avait, sur la promotion, on parlait du 22 octobre, après ça, mais c'était très limité, le 29, quelques villes, je pense Montréal, puis là, depuis aujourd'hui, 5 novembre, il est disponible un peu partout. Partout, là, en tout cas, ou presque. Tu l'as mentionné, c'est son 10e film. Quelque chose de spécial, il était dans la sélection de Cannes de 2020, donc l'année qu'il n'y a pas eu de festival comme tel, mais probablement parce que c'est un réalisateur populaire qui a bien des amis. Ouais, très chouchou en Europe, en France. Exact. Fait que le film a été reporté à cause de la pandémie, mais il s'est représenté à Cannes en 2021. Ah, il n'a pas gagné, mais il était en compétition pour la Palme d'Or. Fait qu'il a comme été 2 fois à Cannes avec le même film. Fait que c'est petite quand même... passe droit. Ouais, c'est ça, quand même cocasse. Alors, rapidement, c'est le journal américain The Evening Sun de Liberty au Kansas qui possède une antenne nommée The French Dispatch dans une ville fictive qui s'appelle Ennui-sur-Blasé. France. Qui serait une ville française fictive qui rappelle vraiment un Paris là, dans les années 50-60. Alors, on a le rédacteur en chef du French Dispatch qui meurt subitement d'une crise cardiaque. Et selon les souhaits exprimés dans son testament, la publication du journal doit être immédiatement suspendue après un dernier numéro d'adieu, dans lequel on va mettre 3 articles des éditions précédentes qui sont comme les plus populaires. Fait que les 3 articles, on en a un qui traite de Moses Rosenthaler, un détenu psychopathe qui se révèle être un grand artiste peintre. On parle aussi des événements de mai 68, là, des révolutions, je pense que c'est étudiante, c'est ça? Ouais. Puis enfin, d'une enquête gastronomique qui vire un peu au polar. Donc, bref, le film est divisé comme en 3 tableaux. 3 tableaux, exactement. Je dirais courte histoire, une vingtaine de minutes chacune. Puis il y a un passage entre les 3 au travers de ça. Et visuellement aussi, ce que j'aime, c'est que chaque tableau a vraiment leur propre palette de couleurs, de styles. Fait qu'on est vraiment dans 3 genres aussi différents, comme tu l'as mentionné, en résumant un peu ces histoires-là. Et je pense qu'une des forces de Wes Anderson, c'est qu'à peu près tout le monde veut travailler avec lui. Donc, il y a vraiment un casting de la mort. Beaucoup de visages connus, évidemment, parce qu'il y en a beaucoup qui gravitent alentour de ces films, de ces univers. Donc, Bill Murray, qui est vraiment... c'est lui qui fait le directeur du décès du journal. Ça, qui est pas mal dans tous ses films. Parmi les visages connus, Owen Wilson aussi, qui avait débuté avec Wes Anderson. On peut en nommer en rafale. Là. Il y a Benicio del Toro, Frances McDormand, Adrienne Brody, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Jason Schwartzman, Edward Norton, Mathieu Amalric, Willem Dafoe, Saoirse Ronan, Cécile de France, etc. Voilà. Surtout, en plus, en faisant 3 courtes histoires dans une autre histoire, ça lui permet de mettre d'innombrables personnages. Puis tous les personnages sont des caméos connus, finalement. C'est un peu la recette de Wes Anderson depuis plusieurs films. Là. Donc, c'est un film... si on apprécie son univers, je pense que vous allez apprécier. Si vous ne connaissez pas ou vous détestez Wes Anderson, je pense pas que ça va être nécessairement le film qui va vous convaincre. Exactement, c'est ce qu'on dit, c'est vraiment l'apogée du Anderson. Là. Wes Anderson fait du Wes Anderson dans ce film-là. C'est plus symétrique que jamais. Des plans, c'est filmé aussi en 4:3, là, une image plus carrée là, que large. Fait que si c'est un réalisateur que vous suivez, vous allez être aux anges, comme tu dis. Autrement, c'est peut-être pas la meilleure porte d'entrée. Là. C'est peut-être plus simple avec un Moonrise Kingdom qui avait fait...
beaucoup de succès, puis qui avait gagné aussi beaucoup de fans à ce moment-là par son histoire un peu plus candide. Là. Parce qu'il faut dire qu'Anderson, c'est des personnages très colorés, très excentriques, beaucoup axés sur les dialogues. Donc, il y a Grand Budapest Hotel, aussi Royal Tenenbaums qui font partie de ces grands succès. Donc, ça vous donne déjà un peu le ton. Puis, en terminant, c'est inspiré, en fait, son amour pour le magazine The New Yorker. Donc, c'est vraiment un lecteur assidu du New Yorker. Et donc, ces 3 histoires sont inspirées de vrais articles qui avaient été publiés à l'époque dans le fameux magazine new-yorkais. Puis, la musique, c'est encore le français Alexandre Desplat qui la compose. C'est le 5e film qu'ils font ensemble. Là. Et puis, Alexandre en fait pour énormément de films, là, dont je me souviens Shape of Water. Je pense qu'il avait gagné l'Oscar de la meilleure musique il y a quelques années. Souvent nommé aux Oscars. Là. C'est un des habitués. Oui, c'est un prolifique compositeur. Ensuite, on passe... Léa Seydoux pourrait nous conduire oui, tout à fait, de la France de French Dispatch, de la France fictive de French Dispatch à la France réelle de Bruno Dumont, avec le film France. Alors, c'est une comédie dramatique, disons plus une satire. Fait que déjà, c'est la journaliste s'appelle France. OK. Et les journalistes en France. Fait que, tu sais, juste avec ça, on sent qu'il y a un petit pied de nez, un petit quelque chose. C'est avec Léa Seydoux, là, dans le rôle principal. Et Blanche Gardin aussi est au générique. Elle fait son espèce d'attaché de presse, metteur en ondes. Là. C'est un peu flou là-dessus, mais elle est beaucoup là. Blanche Gardin, qui est une humoriste populaire française, qui était aussi dans le film Effacer l'historique il y a quelques années. Alors, en synopsis, France de Meurs est une journaliste vedette d'une télévision française privée. Sa célébrité, sa façon de concevoir ses reportages et ses émissions, ainsi qu'un enchaînement d'événements personnels vont entraîner une remise en cause totale de son parcours médiatique et bouleverser sa vie. Fait que le côté satirique, je dirais, plus que comique, c'est qu'il n'y a pas de blague comme telle dans le film. C'est pas, on se tape pas ses cuisses du tout, mais il y a comme... ça se dit une excessivité, c'est tellement excessif que dans certains moments que ça en devient drôle ou ça en devient risible. Fait que c'est un peu un pied de nez à cette espèce de vedettariat là, que tout le monde l'adule parce que c'est l'espèce de chef d'antenne d'un réseau. Elle est super populaire, mais est loin comme du monde finalement. Elle trafique beaucoup aussi. Elle se met en scène dans ses reportages télé, à faire semblant de pleurer, des choses comme ça. Fait qu'il y a cette espèce de relation-là, finalement, que Bruno Dumont pointe du doigt avec le film France, qui avait été aussi présenté à Cannes cet été-là, dans Liste pour la Palme d'Or. C'est un film qui, je dirais peut-être pas polarise, mais qui partage un peu. Je pense que soit qu'on embarque ou pas dans la proposition justement de satire, parce que comme tu l'as dit, c'est pas très drôle, mais en même temps, c'est très rocambolesque. Il y a tellement de revirements de situation qui surprennent un peu des fois et que c'est un peu même grossier. Exact. Fait que finalement, c'est qu'on tombe dans l'histoire de la chute, du déclin et de la montée finalement d'une grande journaliste fictive. Puis qui est en crise existentielle un peu parce que dans sa vie personnelle aussi, ça va mal, il va arriver une tragédie et tout ça. Donc, exactement, c'est ça. Fait que c'est les aléas, si on veut, de sa vie et son métier. Mais c'est brillamment joué, par contre. Léa Seydoux est vraiment une actrice... très talentueuse. C'est ça. Et je sais pas si je peux dire par de son époque, mais en ce moment, on se l'arrache. Elle est dans le James Bond aussi actuellement, et dans French Dispatch. Fait que dans certains cinémas, elle va être dans 3 films en même temps. C'est vrai. Alors, pour ceux qui aiment le cinéma français, vous avez un film typiquement français, France, qui porte un regard sur le végétariat et les médias. On tombe ensuite avec... écoute, ça, c'est un film que j'étais un peu sceptique parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus à cette histoire-là? Spencer, évidemment, sur Lady Diana. En même temps, il faut le prendre comme une œuvre de fiction parce que ce n'est pas basé sur un livre. Donc, c'est vraiment une fiction, mais sur ce que je trouve là peut-être intéressant, sur le moment, la fin de semaine, où Lady Diana va vraiment prendre la décision de quitter la famille royale, de se séparer de Charles, mais surtout avec une actrice que j'aurais jamais pensé choisir pour incarner Lady Diana, Kristen Stewart, quand même. Ouais, exactement. Fait que avec Spencer de Pablo Larraín, qui nous avait offert Jackie il y a quelques années avec Nathalie Portman, qui avait aussi récolté son lot de nominations aux Oscars.
Fait que c'est encore ici, comme tu dis, sur une femme forte, une femme de tête, dans un moment très précis de sa vie. Fait que, encore là, c'est pas une biographie complète de la vie de Diana Spencer. C'est vraiment juste cette fin de semaine-là. C'est pendant les vacances de Noël en 1991. Toute la famille royale se réunit à la maison Sandringham dans le comté de Norfolk en Angleterre. Puis, comme tu as mentionné, ben, c'est à ce moment-là que Lady Diana vit sa crise existentielle, un peu comme Léa Seydoux dans France, exactement. Puis en venir à quitter le prince Charles. Fait que c'est une espèce de fable autour de tout ça, comme Pablo Larraín puis le scénariste Stephen Knight se sont juste amusés à écrire comment est-ce qu'on part d'un point A, il faut arriver au point B, qu'est-ce qui a pu se passer entre les deux. Kristen Stewart est brillante dans ce film-là. Là. C'est vraiment c'est assurément, elle va récolter sa première nomination aux Oscars. Peut-être le gagner, ça c'est dur à dire, mais la nomination, certainement. D'ailleurs, moi, j'aimerais ça faire mon plaidoyer là, pour que Kristen Stewart et Robert Pattinson, on arrête de les discréditer à cause de Twilight. Là. C'est comme, ils ont commencé avec ça, c'est correct, on en rit. Mais c'est vraiment des bons comédiens qui jouent dans des super films. Là. Ils ont réussi vraiment à se réinventer au fil des années. D'abord en quittant les films à gros studios pour aller jouer dans des petits films indépendants. Mais effectivement, il faut le préciser qu'ils sont à des années-lumière de cette époque-là. Il y a Taylor Lautner, malheureusement, qui n'a pas réussi à en sortir tout à fait. Mais bon, c'est un autre dossier. Là. Si on revient à Spencer... Donc, c'est pour les jeux des comédiens. Il faut voir ça. D'ailleurs, Stewart est dans pratiquement tous les plans. Donc, oui, exactement. Présente. Dans toutes les scènes, toujours en retenue. Et comme... C'est quasiment un burn-out. Là. Elle est sur le bord de pleurer à chaque fois, mais elle retient ça pour ses garçons. Elle est beaucoup confrontée. On voit pas tant le prince Charles est beaucoup confronté au personnel de la maison, tous les domestiques qui essayent un peu de la contrôler, ne serait-ce que tendance à pas fermer les rideaux avant de se changer, il agrafe les rideaux, c'est comme non, tu peux pas faire ça, puis elle est vraiment excédée de toute cette c'est quoi ce contrôle là. Ouais, ce contrôle, puis surtout le besoin des traditions. On fait ça comme ça parce que c'est de même, puis le peuple aime ça qu'on soit ainsi, puis comme ça n'a pas de bon sens, il faut changer à un moment donné. Il y a beaucoup la relation du passé, du présent, du futur, comme qui se mélange dans plusieurs dialogues, si on veut. Pas dans le récit, là, mais juste dans les dialogues. Il y a des allusions à ça. Une autre belle brochette de comédiens quand même dans ce film-là, là, Timothy Spall, là, qu'on connaît surtout pour Peter Pettigrew dans la série Harry Potter, qui est justement l'espèce de responsable organisateur de la fin de semaine. Sean Harris, qui était entre autres le méchant là, dans les derniers Missions Impossibles, là, le rouquin anglais, qui joue le chef cuisinier. Il y a Sally Hawkins, en fait, que je savais même pas qu'elle était au générique, qui a fait un peu justement l'espèce de conseillère habilleuse, mais avec qui elle a la proximité la plus proche, là, qui serait comme une forme d'amie, mais quand même sur le payroll, fait que c'est toujours nébuleux à ce moment-là. Un peu comme dans Jackie, là, Pablo Larraín, il ramène ici une texture un peu granuleuse qui fait film d'époque. Là. C'est pas aussi vieux, c'est les années 90, pas 60 comme dans Jackie. Énormément de gros plans là, sur des visages là, cadrés comme du menton au front. Là. C'est vraiment dans son style. On a l'impression qu'on est dans cette personne-là. Comme tu as mentionné, elle est dans presque toutes les scènes, tous les plans. On suit elle dans son parcours. La caméra qui déambule dans le grand manoir. Ça rappelle un peu quasiment le Shining, par exemple, le Overlook Hotel. Là, un peu. Le lieu devient oppressant. C'est ça, il n'y a pas de petites jumelles dans le corridor, il n'y a pas de problème là-dessus. Là. La musique, je n'avais parlé quand on avait évoqué la bande-annonce là, il y a quelques semaines de Licorice Pizza, mais c'est Johnny Greenwood que j'aime beaucoup, le guitariste de Radiohead, qui travaille généralement avec Paul Thomas Anderson, mais il y a une grosse année devant lui, là, ou en tout cas derrière lui, puisque c'est tout fait. Mais avec la musique ici, là, on alterne dans une espèce de des fois du free jazz, mais des fois très orchestral. Super audacieux, pas comme si c'est désagréable, mais c'est moins conventionnel peut-être que ce à quoi on aurait pu s'attendre. C'est pas la musique larmoyante, orchestrale... qu'on aurait pu mettre sur ce Non, exactement. Puis cette année, il fait aussi la musique de The Power of the Dog de Jane Campion, qui est, je pense, par contre, un film de Netflix, mais qui vont sûrement ouvrir dans certaines salles pour être éligibles aux Oscars. Fait qu'il pourrait facilement se retrouver en compétition contre lui-même pour le score de la meilleure musique originale. Ce serait quand même sympathique de voir ça. Il y avait
je dis ça de même, il y a Elton John qui avait eu ça il y a quelques années, mais lui, je pense que c'était pour chanson originale Chanson, dans le temps de... Mais c'est arrivé souvent que John Williams, entre autres, s'est affronté, deux ça doit fois. être plate quand t'as comme 2 chances sur 5 puis que tu gagnes pas. Là. Bon. Donc, à voir pour ceux qui sont intrigués par la famille royale, qui aiment la monarchie, qui aiment The Crown et tout ça. Ouais. Si vous voulez être à jour en vue des Oscars, c'est vraiment un des films à voir, assurément. Vraiment, il devrait avoir plusieurs nominations. Puis je pense que c'est d'autant plus percutant avec tout ce qui s'est passé depuis 2 ans avec le plus jeune, justement, de ses fils, Diana, qui, justement, a pris la même décision audacieuse de quitter son rôle de prince et tout ça. Donc, on comprend encore plus tout le poids que ces gens-là peuvent avoir sur leurs épaules. Justement aussi, je pense qu'il disait que ça mettait beaucoup de poids sur sa femme, justement, il voulait plus qu'elle soit actrice, puis c'était comme... ton agenda est contrôlé. Ouais, puis en plus, elle, c'était pas une princesse comme telle, fait que ça, c'était quasiment comme une fille de joie pour eux autres. Oui, tout à fait, oui, vraiment. Donc, dans un tout ordre d'idée, on tombe dans le gros divertissement, dans le film blockbuster américain. Donc, 26e production déjà de studio Disney et de leur univers Marvel, avec Eternals, quand même un film qui pouvait surprendre peut-être par le choix de sa réalisatrice. On sait que Disney, quand même, amène de plus en plus de femmes derrière la caméra. Et ils ont cette tendance-là aussi à aller repêcher des cinéastes qui proviennent du cinéma indépendant. Et là, ils ont eu la main un peu heureuse avec Chloé Zhao, qui avait été embauchée avant même qu'elle tourne Nomadland. Puis finalement, elle a remporté un succès fou avec ce film-là, récoltant même un Oscar. 2 Oscars, en fait. Ouais. C'est meilleur film, puis meilleure réalisation. Tout à fait, ouais. Donc, un gros coup de ce côté-là. Et par contre, faut être patient. C'est un film qui est très long, 2h40. Moi, je crois que c'est le 2e plus long après Endgame. Ouais, c'est ça. Donc, et ça se sent, là, je dois avouer que le film... Chloé Zhao, elle est très bonne pour diriger les comédiennes, nécessairement. Dans Nomadland, on l'a vu aussi. Donc, elle tire de bonnes performances, mais... Au niveau action, c'est peut-être un peu plus tranquille. C'est pas le Marvel qui bouge le plus, là, contrairement on pense à Shang-Chi, qui avait beaucoup de scènes de combat et d'action. Ouais, très rythmé, comique. Ouais, donc c'est beaucoup plus lent comme rythme. Mais qu'est-ce que ça raconte finalement, les Eternals? Qui sont ces personnages-là? Encore là, un choix audacieux de la part de Disney, un peu à la manière des Gardiens de la Galaxie, parce que c'est vraiment des personnages... peu connus du grand public, qui n'ont jamais vraiment percé, même si quelquefois on a tenté de relancer des séries là, en bande dessinée. En fait, ça a été créé par Jack Kirby, qui est vraiment, le bras droit de Stan Lee. Jack Kirby est derrière la création de tous les super-héros presque de Marvel. Il était là à la naissance des 4 Fantastiques. Donc, cette série-là date de 1976. Les Eternals, en fait, c'est des personnages, c'est comme des demi-dieux, finalement, qui ont été créés par des dieux qui, eux, s'appellent les Celestials. Et eux, les Celestials, donc, envoient ces Eternals-là. Je sais qu'ils avaient beaucoup de concepts abstraits. Donc, ils les envoient sur Terre il y a à peu près 7000 ans. Et leur rôle, c'est de surveiller l'humanité, de jouer un rôle d'observateur, mais ils peuvent intervenir si une autre créature créée par les Celestials, qu'on appelle les Déviants, vont tenter de changer le cours d'histoire, vont toucher l'humanité. Donc, c'est la seule règle d'or qu'ils peuvent se montrer, s'afficher. Autrement, ils restent secrets. Ne se montrent pas. Genre Thanos, là. C'est ça. Ouais, effectivement. Donc là, les gens vont se demander, mais pourquoi que si ces gens-là sont si puissants, des demi-dieux, pourquoi ils sont pas juste venus arrêter Thanos? C'est parce qu'effectivement, ils ne pouvaient pas intervenir, mais c'est cet événement-là qui va venir un peu remettre en doute leur mission et leur raison d'être, finalement. Et ils vont sortir finalement de l'ombre parce que là, évidemment, avec tout ce qui est arrivé, les déviants vont sortir également de l'ombre, s'en prendre évidemment à la terre. Donc voilà, fait que c'est très coloré, quand même un très bon casting aussi, il faut le dire quand même. Parmi les plus connus, on a Richard Madden qui jouait Robb Stark dans la série Trône de Fer, qui joue Icaris. Lui, on peut le comparer, c'est un peu le Superman, mettons, de l'univers Marvel. À peu près les mêmes pouvoirs. Oui, des lasers dans les yeux. Ouais, tout à fait. Il peut voler. Donc, on retrouve aussi Cersei. Donc, l'histoire tourne beaucoup alentour d'Icaris et Cersei, qui est jouée par Gemma Chan, qu'on a pu voir dans Crazy Rich Asians.
Et eux, ils ont comme une relation au fil des millénaires. Là. Des fois, ils se fréquentent, puis après ça, ils se laissent et tout ça. Ce qui est drôle, c'est que Gemma Chan, on a pu voir déjà dans un autre film Marvel. Ça, c'est rare qu'ils vont prendre quelqu'un. Ouais, elle était dans Captain Marvel. Elle jouait une soldat Kree. Mais probablement que c'était pas assez très marquant. maquillé. Ouais, c'est tout, ça. Donc, on l'a ressorti. On retrouve Tena, qui est jouée par Angelina Jolie, une espèce de guerrière. Ajak par Salma Hayek. À noter que le personnage de Makari, qui est joué par Lauren Ridloff, qui est un personnage qui est sourd. Alors, l'actrice, la comédienne, elle est vraiment sourde dans la vie. On avait pu la voir dans Sound of Metal, un très bon film. Et et c'est ce qui cause un peu la controverse, parce que depuis quelques semaines, peut-être pour ceux qui sont plus férus de l'actualité cinématographique, c'est le premier film où on affiche ouvertement un personnage gay provenant de la communauté LGBTQ+. C'est Phastos, qui est joué par le comédien Brian Tyree Henry. Donc, lui, c'est un personnage, un Eternals qui est vraiment très pacifique. Donc, refuse un peu son héritage et va vivre parmi les humains. Et il est en couple avec un autre homme, ils ont des enfants et tout ça. Et là, ça secoue évidemment un peu certaines parties de la population américaine qui s'amusent à faire toutes sortes à troller Internet, comme on dit. En général, petite parenthèse de comic book, il n'y a pas eu aussi Superman, non, le fils de Superman dans des bandes dessinées qui a été révélé bisexuel, puis ça a choqué évidemment. les puristes. Et pourtant, ça existe depuis plusieurs années. Ça remonte même aux années 90. Là, on avait un personnage, un super-héros canadien qui a été le premier gay à s'ouvrir. Donc, c'est pas nouveau. Fait que... on est dans l'ère du temps, donc on polarise, les gens sont divisés, ça prend pas grand-chose pour... Il y a Batman aussi qui a fait en comic book, là, en bande dessinée, là, des mentions sexuelles, puis là après, je sais plus si c'est DC qui sont revenus en disant non, là, ça c'est un autre auteur qui a fait ça, c'est pas vrai, là, il est asexué, Batman, il n'y a pas de sexualité, il fait juste combattre le crime, c'est comme, yeah, right, là. Donc, Eternals, écoute, je pense que vous ne serez pas déçus, c'est peut-être pas le plus excitant des Marvel, là, soyons francs. Mais il y a quand même un rôle important à jouer. On est dans ce début de cette phase 4. Exact. Parce qu'on sait que Marvel, ils vont souvent par phase. Et ça ouvre vraiment tout l'univers cosmique Marvel. On sait que les prochains films vont jouer là-dessus. Donc, tous ces dieux, ces personnalités qui viennent de d'autres planètes, de d'autres univers. Donc, ça peut devenir un peu complexe. Donc, je pense pour ceux qui s'intéressent et qui veulent voir la suite des choses, je pense que c'est quand même un film à ne pas rater. On continue à mettre la table, mais on ne sait pas encore ça va être quoi le plat principal. Là. Effectivement. Tout à fait. Donc, les pions sont mis, mais évidemment, ça va être dans probablement 2 ans. Là, je pense que cette phase-là, 4, va se conclure avec le 3e Ant-Man. Surtout, comme on avait annoncé la semaine dernière, avec le report des films. Fait que, il va y avoir Spider-Man en décembre, avec lui qui est plus Sony / Marvel, comme on a dit. Après ça, Morbius en janvier, mais qui ne sera pas dans le MCU directement. Puis là, il faut attendre au mois de mai, je pense, pour avoir Doctor Strange. Exactement. Fait que, ça peut faire patienter jusque-là. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'il est plus long aussi, pour qu'on en ait plus longtemps à réfléchir. Donc, faut quand même saluer, le casting très diversifié de plusieurs nationalités, de plusieurs comédiens d'origine. Donc ça, je pense que c'était voulu dès le départ aussi, une volonté de Chloé Zhao d'offrir ça, évidemment, d'être plus au goût du jour. Je me souviens, il y a quelques années, là, on avait vu Kumail Nanjiani qui était devenu super ripped, là, qui s'était mis en shape, puis Internet était devenu fou. Il avait fait une couverture d'un magazine de fitness masculin et tout, puis c'est finalement pour ce rôle-là. Voilà. Je pense pas qu'il est en bedaine dans le film, là, pas tant que ça, mais ça peut pas être juste des prothèses de muscles à m'amener dans ton uniforme. Puis j'imagine pour les comédiens aussi, quand ils jouent ce genre de rôle-là, il faut que je pense que tu sois assez quand même en forme pour soutenir le rythme. C'est des grosses journées de tournage. Il y a quand même des cascades. C'est ça, plus de cascades que de dialogue dans ton tournage, là, c'est ça. Et on termine avec un autre film dans un autre registre, un film québécois. Dieu sait que c'est un gros automne pour les films québécois. Mais un qui a capté notre attention, c'est Une révision, qui est un film qui porte sur un sujet très d'actualité. C'est évidemment toute cette mouvance-là qu'on retrouve dans les universités, cégep, dans les écoles, où les étudiants remettent peut-être en question certains apprentissages ou la façon d'enseigner de professeurs. Exact.
je peux présenter le synopsis. Vas-y. Étienne, qui est professeur de philosophie au cégep, enseigne avec beaucoup de passion à ses élèves éveillés. Il a vraiment la chance d'avoir des fans de philo dans sa classe. Mm-hmm. Un jour, Nassira, une de ses étudiantes, met en pratique ce qu'il leur a si bien enseigné, c'est-à-dire la remise en question. Fait qu'elle va utiliser un texte religieux comme argument dans son travail, alors qu'il est clairement stipulé dans les règlements, dans son plan de cours, que c'est défendu parce que la validité est basée sur une croyance, puis non pas sur comme un fait ou une idée. La rationalité, exactement. Fait que à ce moment-là, Étienne et Nassira vont être confrontés à un dilemme, puis c'est jusqu'où est-ce qu'ils vont être prêts à défendre leurs plus profondes convictions. Mm-hmm. Fait que c'est un drame, mais c'est comme aussi quasiment un essai philosophique en soi, là. Pas dans le traitement, là, c'est pas du tout lourd à écouter, mais c'est vraiment un long questionnement. Rapidement, au fil des plans ou des éléments, tu penches pour un, tu penches pour l'autre. Le film suit pas nécessairement plus le professeur qui est joué par Patrice Robitaille ou l'étudiante qui est jouée par Nour Belkiria. C'est comme, on suit l'un, on suit l'autre, puis on est comme, oui, elle a raison. C'est vrai que quand tu vois ça de même, c'est... C'est ce que j'ai aimé de Catherine Terrien, la réalisatrice. Donc, elle prend pas nécessairement parti pris pour un ou l'autre. Vraiment, les deux côtés de la médaille sont abordés, bien abordés. Même le seul reproche qu'on peut peut-être faire, c'est que ça reste un peu caricatural par moment, surtout tout l'aspect vers la fin, là, où le professeur est en audience finalement publique là, par ses pairs, puis par le cégep. Donc, à savoir si... Parce qu'il y a déjà eu d'autres blâmes aussi. On comprend que c'est un professeur un peu rebelle, peut-être. Et là, son job là, est menacé là, s'il reçoit un troisième blâme. Donc, ça aurait été peut-être plus intéressant d'aborder ça autrement. Mais la force du film, c'est les comédiens qui sont tous vraiment excellents les uns des autres. Ouais, on a aussi Anne-Élisabeth Bossé, qui est comme l'espèce de nouvelle ex-petite amie du personnage de Patrice Robitaille, fait qu'il travaille un peu autour d'elle pour essayer de rebâtir leur relation. Ouais. On a, je note Edith Cochrane en directrice, là, alors qu'on a vu cet été dans Maria, c'était Corinne Côté en directrice qui avait un bon rôle, mais un peu comique. Là, Cochrane est comme impassable. Là. Elle n'entend pas à rire, comme on dit. Dans les élèves, il y a aussi une de ses meilleures amies, Rosemary Perrault, qu'on a vu, qui avait débuté dans Les Démons, qui a été dans Les Faux Tatouages et dans beaucoup de films en rôle secondaire. Puis tranquillement, je pense qu'elle va prendre de plus en plus de place, qui est vraiment intéressante. Elle qui est un peu plus... qui a un petit œil pour le prof, mettons. Elle trouve cool, le prof le trentenaire, peut-être quarantenaire, prof de philo. Puis Catherine Terrien, que tu as nommée réalisatrice, c'est son premier long métrage que je note, mais elle a travaillé dans les premières saisons de District 31, là, fait qu'elle avait récolté des Gémeaux, entre autres meilleure réalisation là-dessus. Puis la web-série Fourchette aussi, qui a eu un certain succès. Donc c'est un film que, en tout cas moi je trouve audacieux de faire ça dans cette période-ci, parce qu'on sait que, écoute, évidemment, parmi les plus cas médiatisés, c'était celui de l'Université d'Ottawa, là, évidemment. Donc je trouve que c'est un beau sujet. Est-ce que ça va peut-être intéresser le grand public? Je m'interroge, mais je pense quand même un film intéressant à voir. Je pense qu'il est intéressant à montrer peut-être justement au secondaire, au cégep. Je pense que ça pourrait être intéressant à montrer aux jeunes. Et ce que j'aime aussi, c'est que on aurait pu tellement prendre, justement, on parle qu'on montre les deux côtés de la médaille, on aurait pu vraiment prendre un parti pris, mais finalement, on s'abstient de ça, et ça, je pense que c'est une bonne chose. Ben absolument. Puis même la fin du film va susciter un débat, parce que une fois que tu présentes deux côtés de la médaille comme ça, je sais pas si t'as mille et une, mais t'as plusieurs fins possibles. Les scénaristes, la réalisatrice en ont choisi une. C'est correct, mais après ça, justement, ça ajoute au débat comme tel. Est-ce que ça serait passé de même? Qu'est-ce qu'on en pense, etc. Les scénaristes, Louis Godbout et Normand Corbeil, sont en fait deux philosophes de profession, là, un pendant une quarantaine d'années au cégep, l'autre plus à l'université, qui sont dirigés vers l'écriture et la scénarisation depuis quelques années. Fait que c'est aussi intéressant que, bien que ça se situe autour d'une jeune étudiante de nationalité arabe,
c'est écrit par deux hommes blancs, mais ça reste quand même une réalisatrice qui est allée mettre son grain de sel pour avoir au moins le côté féminin là-dedans. Fait que non, c'est ça, c'est très bien joué. Je trouve ça sain aussi qu'on montre que les musulmans peuvent aussi avoir des doutes, des questionnements sur leurs propres croyances et tout ça. Donc, ce que la jeune vit aussi. Ouais. Et je pense que c'est sain. Là, tout n'est pas blanc ou noir dans la vie, dans la société. Donc, fait que bravo pour ça. Je dirais que c'est pas un grand film, mais quand même un film intéressant. Puis je pense que c'est important à voir, ne serait-ce que pour susciter la discussion, le débat. Exact, ça serait dommage que ça passe sous le radar puis que comme personne y aille. C'est sûr qu'on... Il n'y a pas les mêmes attentes, par exemple, de box-office que L'Arracheuse du temps dans quelques semaines, là, parce que ça n'a pas le côté, qu'on va dire souvent rassembleur ou film-événement, mais c'est vraiment... Ouais, si vous voulez, c'est pas un casse-tête parce que le film est pas difficile à comprendre, mais mettons vous avez une date avec quelqu'un, puis vous dites on pourrait aller voir un film, puis après aller prendre une bière, là, ben vous allez avoir de quoi jaser. Puis vous allez savoir assez rapidement si vous êtes prêt pour vous entendre ou pas, exact. Très bon point. Ah, puis aussi, c'est un des films qui a été tourné l'été dernier, donc pendant la COVID, fait qu'avec les mesures de distanciation. Et ça paraît pas du tout. On l'a su après avoir vu le film. Puis c'est sûr qu'il y a quand même des scènes de rapprochement et tout, parce que je pensais que ça fallait juste qu'ils minutent lors du tournage le nombre de temps que ces gens-là pouvaient être ensemble. Puis en y repensant, tu fais « c'est vrai qu'il y a certaines installations, certains setups que les gens sont plus distancés, mais c'est rien de comme... » dérangeant. Ouais, vulgairement apparent que tu fais, il est clair qu'il y avait de la COVID là-dedans puis tout. Non, c'est super bien fait, fait que chapeau pour ça. Peut-être que ça explique pourquoi, cela dit, dans la classe, il y avait comme une quinzaine d'élèves là, plutôt que 32, comme je me souviens de mon cégep. J'ai pas noté d'autres sorties au Québec, mais le film Beans qu'on avait eu cet été, là, je me souviens plus exactement quelle semaine, je pense que c'était au mois d'août, qui est un film canadien, en fait, comme anglo-québécois là, sur la crise d'Oka, là, en fait un genre de coming of age d'une jeune adolescente mohawk pendant la crise d'Oka, ben il sort aujourd'hui aux États-Unis, fait que on lui souhaite bonne chance. Tout à fait. C'est un beau rayonnement, ben, c'est pas nécessairement un beau moment de notre histoire, mais ça vaut la peine d'en parler. Et c'est ce qui conclut ce balado. Écoutez-nous la semaine prochaine. On va vous parler entre autres de Belfast de Kenneth Branagh, qui avait gagné entre autres le prix du meilleur film au le People's Choice Award, en fait, au TIFF, là, au Festival de Toronto. Qui a un bon buzz, lui aussi, pour la saison des Oscars et des Golden Globes et compagnie. Exact. Toi, les films en noir et blanc, en général, ça t'a... j'aime bien. Puis, comme on parlait tout à l'heure, moi, j'adore. Je suis un grand fan de Kenneth Branagh depuis son époque shakespearien avec Henri V et Much Ado About Nothing et tout ça. Donc, très curieux de voir ça. Il fait de tout, lui. Il est autant devant que derrière l'écran. Il joue, réalise, scénarise, donc tous les talents. Puis en même temps, c'est inspiré de sa vie, de son vraiment de son enfance, en fait, là, quand il a quitté l'Irlande pour s'installer en Angleterre et tout ça. Donc, il y a un côté autobiographique là-dedans. Ben, on vous en parle plus la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous contacter par courriel au balado, au singulier, à commercial-monciné.ca. Et encore une fois, nous invitons toujours à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans plusieurs des cinémas de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Bien, merci Patrick. Merci à toi et bon cinéma tout le monde.